Bonjour à tous et bienvenue sur la revue auto. Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2026 en vous souhaitant le meilleur pour vous et vos proches. Et quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année que de se replonger justement dans les fondamentaux de l'automobile et du plaisir de conduire avec à l'essai une berline. Alors cette berline, elle vous dit évidemment quelque chose. Il s'agit de l'Alfa Romeo Giulia, celle qui est censée en tout cas relancer de manière assez convaincante les ventes de la marque en 2015 quand elle est sortie. Aujourd'hui, nous avons à l'essai la version 2 litres de diesel, boîte auto 8 rapports en finition Veloce. Qu'est-ce que ça vaut du coup encore aujourd'hui, en sachant qu'elle est sortie en 2015 et que nous sommes en 2026? Eh ben, on va le découvrir plus en détail avec le tour du propriétaire. C'est parti! Mais avant toute chose, déjà, je tenais à vous remercier en tout cas pour suivre nos aventures et nos essais. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à le faire justement si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter si vous appréciez notre travail afin de pouvoir continuer celui-ci. Merci. Alors, cette Alfa Romeo Giulia, c'est quoi? Eh ben, c'est la berline de la marque italienne. Berline, qui dit berline, dit routière, dit proportion plus basse qu'un SUV, plus élancé qu'un SUV, avec potentiellement un avant qui est un peu plus prononcé que l'arrière. Et bah, il faut avouer quand même que cet exercice est quand même sacrément réussi pour cette Alfa Romeo Giulia. Je vais revenir plus en détail sur le modèle juste après. Je vous propose déjà de démarrer par ce qui est nouveau sur cette version 2025-2026, à savoir le restyling qui a eu lieu en 2023, permettait en tout cas de prolonger la durée de vie du véhicule, avec un léger restyling au niveau notamment des phares à l'avant, qui viennent du coup reproduire le style introduit sur l'Alfa Romeo Tonale, et quelques petits ajustements au niveau du bouclier à l'avant. En dehors de ça, ça reste très succinct. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la marque n'a pas pu écouler autant de modèles qu'elle le souhaitait sur cette Alfa Romeo Giulia. Il faut savoir que les deux marchés principaux qui sont porteurs des ventes de ce modèle-là sont les États-Unis et l'Europe. Mais malgré tout, on reste bien en deçà en tout cas des objectifs que la marque s'était fixés à l'époque avec 100 000 unités à l'année. Là, aujourd'hui, on est à moins de 200 000 unités durant toutes ces années, sachant qu'elle est sortie en 2015 et que le restyling a eu lieu en 2023. Ce qui fait que le restyling, ils n'ont pas trop touché en tout cas sur le profil de la Giulia, pardon. Aujourd'hui, elle conserve toujours de très belles proportions, vraiment, quand vous la regardez, c'est magnifique. Et vous voyez en tout cas le style a très bien vieilli dans le temps, comme quoi ça a été une réussite à sa sortie, ou en tout cas à sa conception. Aujourd'hui, nous avons les magnifiques jantes de 19 pouces avec étrier de frein rouge et disque de frein de mémoire en 320 mm à l'avant et 330 à l'arrière, étant donné qu'il s'agit d'une finition Veloce. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette finition-là, c'est la couleur assez atypique. Il s'agit d'un vert qui est en option spéciale à 2200 €. Je vous remettrai le nom de la couleur en incrustation. Et ça lui va très bien, ça permet en tout cas de trancher radicalement avec la plupart des teintes qui sont proposées. Mais Alfa fait quand même un effort avec les teintes proposées sur cette Giulia, avec un magnifique rouge disponible et un bleu aussi qui permettent de trancher radicalement avec les autres berlines. Alors les autres berlines justement c'est quoi? Ça va être la Peugeot 508 qui va rester en tout cas avec elle sur le segment des généralistes à orientation premium, et évidemment les premiums avec la Mercedes classée et la BMW série 3. À l'arrière, il n'y a pas eu vraiment d'évolution sur cette Alfa Romeo Giulia au niveau du restyling. Vous retrouvez donc des feux d'origine, avec une magnifique double sortie d'échappement et un spoiler qui vient donner un aspect sportif justement à cette finition Veloce. Si vous regardez dans l'ensemble, en fait, ça passe très bien. Il y a très peu d'artifices, très peu, on va dire, de traits supplémentaires qui viennent surcharger le design global du véhicule. Et c'est aussi pour ça en fait qu'elle vieillit très bien dans le temps. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur, je vous propose de faire le tour à l'intérieur. Allez, on prend place à bord de cette Alfa Romeo Giulia restylée en 2023. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur celle-ci? Comme à l'extérieur, il y a très peu de changements à l'intérieur. Les principaux changements vont se porter sur l'instrumentalisation qui va passer au tout numérique, avec un écran de 12 pouces 3 et quelques menus ajustements, en tout cas sur la partie multimédia centrale. En soi, c'est peu. Pourquoi pas, je vous dirais, puisque ça ne dénature pas en tout cas l'ambiance à bord, qui reste vraiment agréable, cosy.
bien assemblé. Vous avez des matériaux de qualité qui sont vraiment plaisants à palper et à regarder, sur toute la planche de bord comme les contreportes aussi. Mais c'est vrai que ça perd un petit peu son petit côté, je ne veux pas vous dire vintage, mais traditionnel des compteurs d'une Alpha. C'est le seul regret en fait qu'on peut avoir, en tout cas par rapport à cette mise à jour. Mais bon, si la marque a décidé ainsi, c'est qu'il y avait un intérêt à le faire en tout cas. Ce qu'il faut savoir ensuite sur cet habitacle, c'est qu'une fois que vous êtes installé à son volant, franchement, vous avez assez de réglages pour trouver une position qui est vraiment confortable afin de bien tenir le volant en main, qui est d'ailleurs assez agréable à prendre en main. La jante est ni trop épaisse ni trop fine. Vous avez en même temps des boutons physiques qui sont dessus et qui permettent de bien les apprécier quand il s'agit de faire quelques ajustements. Vous trouverez votre position naturellement et vous n'aurez pas une partie des compteurs qui seront cachés par le volant ou ni même l'écran du GPS qui sera caché par la jante du volant, ce qui est un très bon point pour ça. L'autre bon point aussi, c'est que la Giulia, elle conserve traditionnellement en fait ses commandes de climatisation avec des boutons, ce qui permet en tout cas de trouver facilement les réglages que l'on veut et de ne pas se perdre dans différents menus. À savoir aussi que sur l'adoption des commandes physiques, la Giulia conserve en même temps une molette intégrée sur la console centrale qui permet de naviguer dans les différents menus, et je vous avoue en fait qu'en termes d'ergonomie, c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser lorsque vous roulez pour essayer de changer certaines options sur le véhicule. Quand je parle d'options, par exemple, je parle des aides à la conduite que vous pouvez désactiver du coup en allant dans les menus. Via la molette, ça reste quand même assez facilement réalisable. Le seul truc qui est dommage, c'est que finalement, en fait, il n'y a pas un raccourci qui permet de désactiver toutes les aides à la conduite assez facilement, si vous voulez. Donc c'est un peu dommage, à chaque démarrage, il faut se les recoltiner, ce qui est un petit peu chiant quand vous êtes assez pressé, que vous n'avez pas envie d'entendre le bip du limiteur de la lecture des panneaux qui vous dit « Attention, vous êtes à peine au-dessus de la vitesse autorisée ». En dehors de ça, on est vraiment bien installé. Conducteur comme passager, vous avez de la place. Ce qui fait un petit peu défaut, c'est qu'il n'y a pas de rangement dans les contreportes assez pour mettre une bouteille d'eau. Alors, c'est pas pour faire mon chiant, mais je vous avoue que c'est quand même pratique à l'usage. Vous avez la possibilité quand même de mettre des canettes ou des bouteilles d'eau sous la console centrale, ce qui est déjà bien. Vous avez aussi d'ailleurs la recharge par induction qui est disponible. Vous avez aussi des prises USB-A et USB-C qui sont disponibles sur l'avant de l'Alfa Romeo Giulia. Maintenant, si à l'avant on est bien, à l'arrière ça donne quoi ? Je vous propose d'aller le voir tout de suite. Allez, c'est parti, on grimpe à bord de l'Alpha à l'arrière. Alors, ok, il faut se contorsionner un tout petit peu, mais une fois que vous êtes à l'arrière, vous êtes quand même bien installé. Il faut savoir que c'est la vocation d'une berline, évidemment, c'est de pouvoir enquiller les kilomètres aussi bien pour les passagers avant que les passagers arrière, en tout confort. Et là, c'est plutôt réussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà vous avez de la place au niveau de l'espace aux jambes. Alors ne prenez pas attention à ça, j'avais reculé mon siège assez au maximum. C'est pour ça que j'en ai un peu seulement. Mais si vous regardez à côté, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de place. L'autre truc aussi, c'est que au niveau de la cave aux pieds, ça va, vous pouvez encore respirer. C'est pas non plus Byzance, mais au moins vous pouvez les bouger un petit peu. Vous n'aurez pas l'impression d'être confiné, en tout cas dans l'espace à l'arrière. Et ça se ressent aussi d'ailleurs sur le fait qu'au niveau de la garde-toit, j'ai encore de la place. Alors que je fais 1m80, 81 quand même. Donc c'est plutôt intéressant. L'autre truc à savoir aussi, c'est que vous n'avez pas cette sensation de confinement, d'étroitesse à l'arrière. Quand vous êtes installé, vous avez quand même assez de visibilité et assez de surface vitrée, aussi bien au niveau des vitres sur votre côté, comme sur le pare-brise que vous pouvez regarder. Donc ça contribue en tout cas au sentiment de pouvoir voyager en tout confort. Truc à retenir par contre, c'est que vous ne pourrez voyager en tout cas qu'avec 2 passagers à l'arrière, pas 3, tout simplement parce qu'il y a un tunnel au niveau de la place du milieu qui, je vous avoue, est assez désagréable. À moins d'y mettre vraiment un enfant en très bas âge au milieu, vous ne pourrez pas en tirer grand chose. Donc c'est vraiment une 2+2 comme voiture. L'autre truc aussi, c'est que la conception de l'Alfa Romeo Giulia commence à trahir en tout cas le poids des années, si vous voulez, elle est plutôt jeune. Tout simplement parce que d'une part, vous avez seulement une prise de recharge de téléphone avec un USB-A à l'arrière et vous n'avez pas de commande de climatisation, de réglage de chauffage en tout cas à l'arrière pour les passagers. Concernant la place, vous êtes en tout cas
vraiment royale en tant qu'adulte et en tant que passager à l'arrière. La banquette en même temps, elle est bien creusée. Alors elle soutient pas des masses non plus toutes les cuisses, mais ça ira quand même en fait pour les trajets, les longs trajets, ça sera pas trop fatigant. En même temps elle est assez moelleuse, elle est correctement inclinée, vous avez la possibilité en même temps de régler l'appui-tête pour justement que ce soit plus simple pour vous, mais dans l'ensemble le contrat est rempli pour cette routière. Maintenant qui dit routière, vous emmenez des gens, c'est bien de pouvoir emmener un petit peu de bagages en même temps, mais ça donne quoi? C'est ce qu'on va regarder à l'instant avec le volume de coffre. Alors pour le volume de coffre, ça donne quoi? Déjà, toc, ouverture à malle classique, vous allez me dire. Et après, ce qu'il y a à savoir, plusieurs choses. La première, c'est que vous avez une marche en tout cas qui n'est pas très très haute. C'est plutôt agréable, notamment quand vous avez les packs d'eau à hisser, et sachant que ça redescend très peu derrière, donc ça reste quand même assez utile. L'autre truc à savoir aussi, c'est que le coffre, s'il n'est pas très haut là, vous avez quand même de la profondeur. Vous pouvez y loger quand même quelques bagages. Moi, j'ai réussi à partir avec madame et les enfants, et en tout cas assez de valises pour chacun pour partir en long week-end. Donc c'est faisable, il faut jouer un petit peu au Tetris, mais ça reste faisable. Dans les chiffres, dans l'absolu, en tout cas, le volume de coffre, il est annoncé à 525 litres, ce qui me paraît plutôt correct en tout cas pour ce type de véhicule, surtout si vous regardez en tout cas ce que fait BMW sur une série 3, qui annonce lui plutôt 480 litres de volume de coffre. Donc en tout cas, ça reste une bonne chose pour cette voiture-là. À savoir aussi, vous pouvez soulever la trappe, mais vous n'aurez pas grand-chose à mettre en dessous, ce qui est un peu dommage. Ça aurait été cool d'avoir un petit peu plus de place, histoire de mettre soit une galette, soit un kit anti-crevaison. Là, j'ai rien de tout ça. Et je me demande même d'ailleurs si en prenant l'option pack audio sur ce véhicule-là, d'ailleurs, c'est pas ce qui va prendre de la place à l'arrière. Ce sera à reconfirmer derrière. Je vous le mettrai en incrustation. Allez, c'est parti. Alors, sachant qu'il a neigé en plus, donc je vais pas m'amuser à prendre trop de risques. Je rappelle que même si elle est capable de faire passer la puissance sur les 4 roues, ça reste avant tout une propulsion. De facto, qu'est-ce qu'il y a à savoir en fait sur cette Alfa? Bon, je vais pas vous mentir, en fait j'ai dû passer un peu plus de 700 km à son bord, soit une dizaine d'heures à bord de cette Alfa. J'ai fait tout type de route, j'ai fait de la ville, de la voie rapide et surtout de l'autoroute à 4 passagers avec bagages. Donc au moins j'ai assez de recul pour vous dire que d'emblée ça reste une bonne routière en soi en fait. Vous roulez avec la voiture, vous avez déjà un moteur qui est assez souple, assez agréable, même s'il y a une sonorité assez rocailleuse. Mais en soi, vous avez largement de couple pour vous relancer ou vous élancer. Là-dessus, vous ne serez pas pris en défaut. Ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que la direction, malgré tout, elle reste douce. Alors après, vous pouvez raffermir un tout petit peu celle-ci avec les différents modes de conduite qui sont disponibles. Mais en soi, pour une utilisation quotidienne, c'est vraiment un véhicule qui se conduit, je ne vais pas vous dire du bout des doigts, mais en tout cas vraiment très facilement. C'est vraiment très très agréable là-dessus. À noter aussi que parce que c'est une finition Veloce et sur cette motorisation là vous avez des disques de frein qui sont typés sport, je mets des gros guillemets là-dessus, qui sont un peu plus conséquents, et ce qui fait que quand vous attaquez en tout cas la pédale de frein une fois que vous êtes lancé, ça freine quand même bien. C'est largement c'est vraiment rassurant en tout cas pour stopper le véhicule. Vous ne serez pas pris en défaut non plus là-dessus. La combinaison en tout cas du coup couple moteur et typé avec ce freinage là, ça permet vraiment de faire un quotidien sans se poser de questions. À noter aussi que les relances en fait elles sont très très bien. Je mettrai juste un petit bémol en fait sur la boîte de vitesse. Si elle est pas, si elle passe très bien les rapports, c'est vraiment sans transition, il n'y a pas d'à-coup ou quoi que ce soit. Elle est vraiment très douce dans ce qu'elle fait. Des fois elle peut être un peu têtue pour ce qui est du passage de rapport. Vous devez forcer un petit peu plus en fait pour lui faire comprendre que vous souhaitez descendre d'un rapport. Après, je vous rappelle que vous avez les immenses palettes derrière le volant qui sont là pour ça, et très agréables d'ailleurs. Je vous rappelle, vous les reprenez tout de suite en main sans difficulté. Autre truc à savoir aussi, on est sur un diesel. Qui dit diesel, normalement dit consommation un peu plus réduite par rapport à un moteur à essence. Ce qui est effectivement normalement le cas. Là pour le coup, la conso moyenne en fait que j'ai fait sur mes 700 km, c'est du 7 litres 2. Sachant que sur autoroute, j'ai pu descendre à peu près à 7 litres, un petit peu moins de 7 litres.
Sur un volume de réservoir qui est de 58 litres, si je dis pas de bêtises, vous pouvez en tout cas parcourir entre 700 et 800 km. Ça dépendra à la fois de votre type de conduite et en même temps du nombre de passagers et des bagages que vous avez à bord, puisque plus de poids, évidemment, plus de consommation. Je rappelle d'ailleurs en fait que, en parlant de poids, que cette Alfa, en fait, ils avaient fait vraiment un très bon boulot à l'époque, puisque le poids est assez contenu sur celle-ci. Vous avez à peu près 1500 kg, un petit peu plus de 1500 kg sur la balance, ce qui pour un véhicule de ce gabarit-là est vraiment très contenu. Ça permet à la fois d'avoir un véhicule qui reste agile et en même temps au niveau du freinage, de se dire que vous avez moins de poids à freiner, ça fait moins de masse à arrêter d'un bloc. À savoir aussi au niveau des angles morts et de la visibilité, même si vous avez une cellule qui est très réduite par rapport à un SUV, vous avez effectivement moins de surface vitrée, vous êtes moins en hauteur, ça reste quand même très facilement abordable en fait lors des manœuvres et lorsque vous souhaitez faire des débassements. Les rétroviseurs sont vraiment accessibles sans problème, la rétrovision arrière elle n'est pas si réduite que ça, vous avez quand même de quoi faire et si vraiment lors des manœuvres ça devient plus compliqué, vous avez la caméra de recul dessus. Au passage, vous verrez en tout cas qu'elle date un petit peu, elle accuse le poids des années on va dire, mais elle fait quand même son travail derrière. Enfin pour conclure, le feeling perso en fait par rapport à cette voiture, c'est que je l'ai toujours adoré. Je l'avais déjà essayé en version quadrifoglio, donc avec le V6 si je dis pas de bêtises sous le capot. C'était vraiment une voiture exceptionnelle. Là pour le quotidien, je vous avoue en fait qu'elle fait très bien le taf. Ça reste souple, ça reste polyvalent, ça reste très confortable à utiliser. Si j'ai envie de me faire plaisir, j'ai les modes de conduite pour ça, j'ai le couple pour ça. Là-dessus, en fait, j'ai pas de... Comment dire, c'est que du positif, si vous voulez, pour une telle combinaison. Là où il faudra se poser la question, c'est au niveau de l'usage au quotidien. Effectivement, si vous faites souvent des longs trajets, c'est là où il y a l'intérêt d'opter pour ce type de motorisation. Si c'est pour faire que de la ville, on le redit, ce n'est pas intéressant du tout. Et malheureusement, ce n'est peut-être pas la Giulia qui vous correspondra, puisqu'elle ne propose pas de petits moteurs essence. Elle ne propose que des gros moteurs essence. Donc vraiment, petit coup de cœur perso, même sur cette config là, je suis pourtant pas très orienté diesel comme motorisation, mais je reconnais que celui-là en fait, il fait le taf, il consomme pas trop et il fournit quand même assez de plaisir à son bord. Donc chapeau bas en tout cas à Alfa là-dessus. Je vous renvoie à la conclusion de mon essai pour avoir les tarifs, le malus et d'autres informations également. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas sur la route et puis je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Allez, nous revoici sur l'essai de cette Alfa Romeo Giulia 2 litres de diesel. Finition Veloce, ça donne quoi du coup après plusieurs heures passées à son volant, plusieurs kilomètres en tout cas parcourus? Ça reste une très bonne voiture dans son ensemble. Ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est que c'est une belle berline au design qui vieillit très bien. Ça reste vraiment toujours une voiture très agréable à regarder dans la rue, même encore aujourd'hui, sachant que ça fait 10 ans que le style a été mis sur la route, ce qui n'est pas rien. Ça reste aussi une bonne qualité de finition à l'intérieur, quand vous montez en tout cas dans le véhicule et même à l'usage. En tout cas, vous en aurez pour votre argent là-dessus. Ça reste également des performances convaincantes avec ce 2 litres de diesel de 210 chevaux. Vous avez largement de quoi faire au niveau couple pour vous extraire de la circulation, vous insérer ou en tout cas doubler en toute sécurité, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi un véhicule, et il faut vraiment le souligner, qui est extrêmement confortable avec les jantes de 19 pouces, en sachant que vous avez la possibilité sur la finition du dessus d'avoir la suspension adaptative, donc qui renforce encore plus le confort sur le véhicule. Ce n'est pas rien. Et enfin, vous avez surtout en fait un châssis qui est super jouissif, qui est vraiment amusant à emmener sur la route, même si ça reste un moteur diesel, vous diront les puristes. Toujours est-il qu'il est possible en tout cas de s'amuser avec cette Giulia à son volant. Après, tout n'est pas parfait évidemment pour cette Giulia. Déjà, ça commence par la sonorité du diesel en fait qui est assez présente, il faut quand même le souligner. Vous l'entendez quand même pas mal dans l'habitacle, notamment lors des relances. Vous avez un infotainment qui date de Mathusalem. Là, franchement, faut dire ce qui est. C'est pas du tout réactif. Ça reste lent en fait, même si vous souhaitez désactiver des options ou aller sur le GPS. Ça prend du temps aussi pour s'initialiser au démarrage du véhicule et surtout, ou alors vraiment, je suis aveugle, je n'ai pas vu d'Apple CarPlay ni d'Android Auto dessus, ce qui est vraiment dommage en fait. Et enfin, ce qui est un petit peu saoulant au quotidien, mine de rien, c'est la désactivation des aides à la conduite,
qui, vous faites ce que vous voulez, mais moi à titre personnel ça me sort par les yeux, donc j'aime bien en tout cas pouvoir le désactiver assez rapidement. Il y a des constructeurs qui proposent des raccourcis, Alfa Romeo n'a pas fait ce choix là, c'est un petit peu dommage puisque du coup à chaque démarrage en fait il faut vous coltiner une 30 secondes de mise en route avant de pouvoir prendre la route sans être saoulé par les aides. Après, ce qu'il faut en retenir, celle-ci est proposée du coup en 3 motorisations différentes. Vous avez un diesel de 160 chevaux, vous avez un diesel de 210 chevaux et vous avez un essence de 280 chevaux. Les 3 motorisations sont accouplées toutes avec une boîte automatique à 8 rapports et vous avez évidemment des résultats au 0 à 100 qui sont différents, sachant que la 280 essence est la plus rapide avec un 5 secondes 2 abattu. Celle-ci, je rappelle, elle fait 6 secondes 8 au 0 à 100, ce qui est déjà très très bien pour vous permettre de vous amuser quand il le faut. Et la 160 chevaux ne fait que 8 secondes 2, mais c'est là encore, ça reste un très bon score et très amusant au quotidien. À retenir aussi, même si c'est estampillé Q4, c'est une propulsion avant tout. Le train avant en fait viendra offrir du grip supplémentaire vraiment quand le système sent que vous manquez d'adhérence, mais ce qui fait que vous avez vraiment une conduite qui est typée propulsion et que vous ressentez très bien au quotidien. Et enfin, 2 choses à retenir. La première, c'est que même si c'est un diesel, il se fait fortement malusser en 2026. Il faut compter 2918 € de malus à partir du 1er janvier 2026 pour pouvoir faire l'acquisition de ce modèle avec cette motorisation-là. Je vous parle même pas du malus sur la version essence 280 chevaux. À noter aussi que vous avez en concurrence frontale, que je vous détaillerai peut-être un peu plus du coup dans l'article papier, la BM série 3 en version 320D de 190 chevaux X-Drive, boîte auto aussi également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est moins véloce déjà, elle fait du 7 secondes 2 au 0 à 100. Vous avez un volume de coffre qui est un peu moins fourni que cette Giulia et vous avez surtout un tarif qui est beaucoup plus élevé. Je tiens à rappeler en fait que cette Giulia, les tarifs démarrent à partir de 50 600 € pour toute version confondue. Pour celle-ci spécifiquement, c'est à partir de 55 600 €, en sachant que la BM, elle démarre pour un équivalent en diesel en tout cas, à partir de 60 150 €, ce qui n'est pas rien. Donc c'est à vous de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Toujours est-il que le bilan, il reste vraiment très positif pour cette Giulia, notamment en motorisation diesel, ça reste quand même une très bonne routière. Comme on n'en fait plus, en fait, je serais enclin à vous dire, ce serait un peu dommage de s'en priver. Si vous souhaitez vraiment vous démarquer des SUV qui pullulent sur la route aujourd'hui et des essences micro-hybridées ou en tout cas des motorisations uniquement électriques et que vous souhaitez faire surtout beaucoup de longs trajets, cette version-ci permet en tout cas de s'amuser. Il y a un billet à mettre sur la table évidemment, mais en tout cas vous avez quelque chose en échange de ce billet. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir été indulgent avec mon nouvel essai. Je vous souhaite un très bon début d'année de nouveau et je vous dis à très bientôt pour un futur essai. Ciao!